Cube Radio. On va débuter avec une histoire que vous n'avez jamais entendue. En fait, vous en avez entendu des petits bouts, mais jamais l'histoire au complet. Ça commence en septembre 2013 à l'Îlet-au-Pé. C'est une toute petite île qui est connectée à une autre île par un pont en bois. On est près du chenal du Moine, dans la région des îles de Sorel, en Montérégie. Peut-être que le chenal du Moine, ça vous dit quelque chose, notamment en raison du Survenant, le roman de Germaine Guèvremont. L'histoire qu'on va vous raconter va se passer dans le même paysage que l'action de ce roman-là. Et vous allez voir, tout ça va nous lancer dans plein de hasards étranges. Ce qu'on va vous raconter avec mes deux collègues du bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin et Éric Thibault, c'est l'une des plus importantes histoires de corruption policière au Québec. 10 ans après le début de l'histoire, en septembre 2013, enfin, on peut bien vous la raconter. On va prendre connaissance de documents inédits pour la plupart et de témoignages qu'on n'a jamais diffusés encore. À l'époque, la Couronne et la police ont jamais vraiment voulu élaborer avec les journalistes sur ce qui était reproché à Benoît Roberge. On nous disait qu'il était arrêté. Le sujet était trop sensible pour avoir des détails. Mais bon, au fil des années, avec l'équipe du bureau d'enquête, on a pu mettre la main sur toutes sortes d'informations, des documents de cours. On a parlé avec des témoins, des sources très, très confidentielles. On a d'autres gens qui nous parlent puis qui s'identifient. On a pu consulter même des lettres que Benoît Roberge avait écrites. Donc, une foule de renseignements qui permettent aujourd'hui de raconter la vraie histoire. On a pu avoir des interrogatoires de police, des rapports d'enquête. Et puis en plus, je dirais même surtout, on a eu des copies des audios et de la vidéo qui sont au centre de toute l'affaire. Ça a vraiment déboulé à partir de la saisie par la police d'une vidéo qui a été enregistrée dans un chalet de l'Îlet-au-Pé. Et dans cette vidéo-là, on peut voir le motard qui parle à la caméra et il va affirmer, entre autres, qu'il existe 13 audios, 13 conversations téléphoniques hyper compromettantes, enregistrées en secret par lui. Et dans ces conversations-là, on l'entend parler avec un certain policier. Faut vous dire une chose. Ça a créé un scandale sans précédent. Ça a ébranlé la police, ça a ébranlé le système de justice et ça a ébranlé aussi la confiance du public envers ces institutions-là. Honnêtement, c'est l'histoire d'un gâchis indescriptible. Je m'appelle Jean-Louis Fortin, je suis directeur du bureau d'enquête de Québecor. Je m'appelle Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête. Et je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez Le Ripou des Hells, épisode 1, l'Îlet-au-Pé. Bonsoir. Un détenu qui s'enfuit d'un établissement à sécurité minimum, ça fait habituellement l'objet d'un communiqué de presse. Mais cette fois, on parle de René Charlebois. C'est autre chose, oui. Fidèle de Maurice Momboucher, au plus fort de la guerre des motards, il faisait partie des Nomades, le groupe d'élite des Hells Angels. Ça commence quelques jours après qu'un membre des Hells Angels se soit évadé de prison. Cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle René Charlebois. Vous connaissez les motards, ils ont toujours des surnoms. On l'appelait aussi René Balloune Charlebois. Éric Thibault. René Charlebois, c'était un des décideurs dans la guerre des motards. C'était un des financiers de la guerre des motards. C'est même quelqu'un qui a comploté ou autorisé des meurtres et il en a même commis un lui-même. Jean-Louis Fortin. René Charlebois, c'est un des personnages les plus importants de l'histoire des Hells Angels au Québec. Et il est connu quand on se rapporte à son évasion, sa fameuse évasion en 2013. Il est encore même si ça fait
presque 10 ans qu'il est en prison à ce moment-là. Il est encore dans l'imaginaire des Québécois parce que tout le monde a entendu parler de son fameux mariage au début des années 2000 avec Ginette Renault qui chantait, Jean-Pierre Ferland qui était invité, ça avait fait la une des journaux. Donc, c'est un peu un personnage dans l'imaginaire collectif des Québécois. Claudine, René, est-ce ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oui. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La Honnêtement, moi, ça m'avait flabbergasté, cette histoire-là. Je l'ai claire en mémoire encore. Ça avait plongé les deux chanteurs dans l'embarras. Ils avaient chanté dans un mariage qui se déroulait sur le terrain privé de Maurice Boucher. C'est l'ancien chef des Hells Angels. Maurice Boucher était même le garçon d'honneur de René Charlebois. Alors, juste après son mariage, en 2000, René Charlebois a été arrêté dans une vaste opération policière qu'on a appelée Printemps 2001. Début 2004, il est condamné après cette opération policière-là pour le meurtre d'un agent source, aussi pour trafic de stupéfiants et gangstérisme. Et là, en septembre 2013, au moment où notre histoire commence, il commençait à devenir encore plus connu du grand public. Son nom ouvrait les bulletins de nouvelles. Pourquoi? Il venait de s'évader de la Montée Saint-François, c'est une prison à sécurité minimale de Laval. René Balloune Charlebois était l'un des hommes les plus recherchés au pays. René Balloune Charlebois, membre en règle de l'équipe de Maurice Boucher, est en cavale. Depuis 1 an, il était incarcéré ici, à la prison de la Montée Saint-François à Laval, un établissement carcéral à sécurité minimale. C'est un établissement, c'est assez particulier parce que il n'y a pas de mur, il n'y a pas de clôture, les portes sont pas barrées. C'est un endroit où seulement les détenus en fin de sentence, ceux qui vont être relâchés, vont être libérés bientôt, peuvent séjourner. C'est un peu un test qu'on fait avec eux. À ce moment-là, en septembre 2013, les policiers, la police ne comprend pas ce qui se passe. On se perd en conjecture, on essaie de comprendre les raisons qui poussent le Hells Angels à s'évader. Après avoir purgé 12 ans de prison, tout s'enlignait dans la bonne direction pour lui. Il allait bénéficier d'une permission de sortie le printemps qui suit. Et puis en plus, il était admissible à une semi-liberté, en maison de transition depuis 6 mois déjà. Alors, c'est un peu étrange, il ne l'avait même pas demandé encore. Il aurait même été admissible à une libération conditionnelle totale dans moins de 3 ans. Alors, c'est pas pour rien que des policiers se demandent, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui est presque au bout de sa peine à s'évader de prison? Il y a plusieurs choses dans ça, là, mais ce qu'on va voir, c'est que l'enquête sur l'évasion de René Charlebois, ça a été l'étincelle pour qu'une des pires histoires de corruption policière de l'histoire du Québec éclate au grand jour. En menant cette enquête-là pour tenter de comprendre qui aurait pu l'aider dans l'évasion, les policiers ont vu que René Charlebois a appelé 11 fois au même numéro de cellulaire dans les semaines qui précèdent son évasion. Les appels sont faits à partir de la ligne téléphonique du centre de détention de la Montée Saint-François. Alors, ce que font les enquêteurs, ils composent le même numéro et ils tombent sur un ancien enquêteur vedette de la police de Montréal. Il venait tout juste de prendre sa retraite du SPVM et depuis quelques semaines, il était devenu chef de service du renseignement à Revenu Québec. Le nom du policier en question, c'était Benoît Roberge. D'ailleurs, Benoît Roberge, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il en pense. On aurait aimé le savoir. Dans le cadre de ce projet-là, on lui a offert la possibilité de donner une entrevue, mais il a refusé. Il nous a répondu par écrit, par message texte, qu'il n'était pas intéressé, il voulait passer à d'autres choses. À première vue, c'est pas très préoccupant pour la police. Ils font quand même venir Benoît Roberge dans une salle à la Sûreté du Québec pour lui demander « Hey, t'as dû voir dans les journaux comme tout le monde que René Charlebois s'est évadé. On a bien vu que tu y parlais, mais ça devait être pour qu'il te donne du renseignement. » Tu sais, puis la rencontre se passe bien. Mais oui, on se parlait, on se connaît de longue date. C'est un motard, vous le savez. Moi, je ramasse du renseignement. Fait que il y a pas de quoi encore mettre la puce à l'oreille aux policiers que quelque chose de louche, en tout cas pas avec le registre d'appel de la prison. Benoît Roberge, c'est un peu le Guy Lafleur de la lutte contre le crime organisé ou de la lutte contre les motards criminalisés à la police de Montréal. Benoît Roberge, c'était un spécialiste des informateurs du milieu criminel. Il y en avait plusieurs. Puis, d'avoir un membre en règle des Hells Angels comme informateur, c'est assez, je dirais pas prestigieux, mais c'est intéressant. Puis c'est surtout très rare. Parce que dans les règlements internes ou les règles non écrites des Hells, tu n'as pas le droit de parler aux policiers. Tu n'as certainement pas le droit d'informer des policiers, d'être un informateur de police. Ça, c'est un péché mortel. Qu'est-ce qui s'est passé après la rencontre de Benoît Roberge avec les policiers? Absolument rien. On l'a laissé repartir sans l'inquiéter et on devait se dire honnêtement, c'est assez normal qu'un policier spécialiste de la lutte anti-motard communique avec un motard. La gestion des sources des enquêteurs, surtout à ce niveau-là, qui est essentiellement le plus haut niveau des enquêtes crime organisé au Québec, c'est très, 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 très fermé, très, très, très délicat. Donc, il faut pas penser que nécessairement les gens de la Sûreté qui enquêtaient sur l'évasion de René Charlebois avaient accès à tout ça. Bien au contraire, il a fallu qu'ils fassent bien des coups de téléphone puis bien des rencontres pour s'en apercevoir. Entre-temps, on veut savoir où se cache René Charlebois. Alors, c'est là qu'on va découvrir un nouveau personnage hyper important dans cette histoire-là, Patrick Péloquin. Parce que Péloquin, au fond, c'est lui qui veillait sur les affaires de Charlebois pendant qu'il était en prison. C'était son boss. Mais là, son boss s'était évadé. Il devenait le maillon faible de toute cette histoire-là. Il a été pris en filature par la Sûreté du Québec, qui l'a suivi dans ses moindres déplacements, et ces déplacements-là l'ont amené à faire des courses, porter des sacs de nourriture le long du chemin du Chenal du Moine jusqu'à un endroit isolé près du pont de l'île aux Fantômes. Près du petit pont, à l'entrée de l'île aux Fantômes. Alors là, on se replace dans la région de Sorel, un petit peu à l'est de Sorel. Il y a tout plein d'îles dans la région qu'on appelle la région du Chenal du Moine. Donc, c'est des champs. C'est une région, c'est très, très beau. Et là, on est à l'automne. Et une de ces îles-là, l'île aux Fantômes, qui est une petite île de villégiature, là. Il y a peut-être une trentaine de résidents qui habitent là. Pas des grosses maisons, tu sais, souvent des chalets ou des maisons assez modestes. Avec une deuxième petite île encore plus difficile d'accès, il faut passer par la première. Et là, donc, la police suit Pat Péloquin s'arrêter sur le bord du petit pont, sortir avec ses sacs de victuailles, puis partir à pied sur le petit pont temporaire, parce qu'à l'époque, le pont était en reconstruction là, pour accéder à l'île aux Fantômes. Il y avait une petite passerelle. Puis là, Péloquin s'en va comme ça avec ses sacs de victuailles. Mais c'est drôle, hein? Qui c'est qui s'en va ravitailler? Est-ce qu'il s'en va porter ça à quelqu'un? Fait que on comprend qu'assez rapidement, la police a des gros doutes que René Charlebois, l'ami de toujours de Pat Péloquin, se trouve dans les parages. C'est intéressant parce que
Ce chalet-là a toute une valeur historique, hein. C'est le chalet qui a été construit par l'auteur Germaine Gavremont, l'auteur du Survenant, qui a si bien documenté justement l'ambiance ou l'atmosphère dans ces îles-là autour du Chenal du Moine, près de Sorel. Madame Gavremont a passé des années dans ce lieu de villégiature. Elle aimait aller regarder la nature, tout ça. Puis ce chalet-là donc était devenu un chalet à louer, puis c'est Péloquin qui l'avait loué. Le plan de René Charlebois au départ, c'était de quitter le pays. Mais à la dernière minute, ce qu'il avait planifié, ça n'a pas fonctionné. Les gens qui devaient l'aider à organiser son voyage après l'évasion sont pas pointés. Bref, il a dû se cacher et c'est là qu'il aboutit dans une maison de location sur l'îlette aux Baies. Moi, j'ai pu faire une entrevue avec Patrick Péloquin à l'automne 2022. C'était pour l'émission de télé JE. Il nous a parlé de comment les choses se sont passées après l'évasion en septembre 2013. Péloquin m'a raconté que c'était une surprise pour lui de trouver René Charlebois à cet endroit-là. Alors, pour la première fois, Péloquin a décidé de dire ce qu'il savait de cette histoire-là. Moi, à cette époque-là, c'était ma fête. Puis René, à chaque année, me faisait quelque chose de spécial, puis tout. Puis j'avais bien travaillé, puis en plus de ça, j'étais malade. Fait qu'il dit, garde, va te reposer, va loin un chalet à telle place. Puis il dit, va-t'en là, prends la semaine de te reposer, puis tout le kit. Fait que René, il me donne l'argent, tout. Je paye la location du chalet. Fait que là, j'arrive pour rentrer dans le chalet. Il y a une porte moustiquaire où il y a la véranda. Mais le crochet, il est mis. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, je gosse après la porte. Il m'a emmené, je fouille. C'est René qui arrive. Fait comme, OK, je le savais que c'était évadé. Je l'avais vu aux nouvelles. J'étais pas un épais. Mais de le voir là, une couple de jours plus tard, ça a figé. Mais j'étais très content. Là. Pour moi, c'était mon père, pratiquement. Là. Patrick Péloquin va faire la rencontre de René Charlebois totalement par hasard. C'était un petit gars de Sorel, dans un quartier ouvrier, puis un bon matin, quand il a 8-9 ans, une nouvelle famille déménage en face de chez lui, un certain René Charlebois. Et Patrick Péloquin va rapidement se lier d'amitié avec la fille de René Charlebois. Les amis, ils jouent ensemble, tout va bien, tu sais, puis de fil en aiguille, le petit gars 8, 9, 10, 11 ans, tu sais, il est souvent rendu chez son ami pour jouer, puis René Charlebois, il aime bien, tu sais, un bon petit gars, fait que quand il avance en âge, il commence à faire des petits boulots, des petits jobs pour René Charlebois, tu sais, puis ça tombe bien parce que on comprend que la famille de Pat Péloquin est pas une famille qui l'encadre très bien. Là. C'est-à-dire que je pense que très vite, Péloquin se rend compte que Charlebois remplit quasiment le rôle d'un père pour lui. Là. Ça commence par le petit doigt dans le tordeur, puis la main au complet, puis l'avant-bras, puis le bras, puis de plus en plus, travaille comme majordome, comme valet de René Charlebois, à un point tel où ça lui vaut bien des problèmes parce qu'il se fait expulser de l'école parce que le directeur se rend bien compte qu'il vend du pot. Fait que, tu sais, quand t'as 15-16 ans, pis t'as 2 téléphones cellulaires, puis tu vends du cannabis, puis tu t'es payé un Volkswagen GTI à 30 000 $ flambant neuf, parce que tu fais 1500 $ de profit par semaine en vendant du cannabis, ça soulève des soupçons, ça soulève des questions. Fait que Péloquin devient un décrocheur, mais pour lui, il voit pas vraiment un problème parce qu'il se fait donner du travail de plus en plus par René Charlebois. Puis Péloquin va rêver à ce moment-là un jour d'appartenir parce qu'il voit bien les Hells qui sont patchés, les vestes de cuir, les autos, l'argent. Il aimerait ça appartenir à ce monde-là, mais il ne deviendra jamais un Hells Angels, encore même pas un prospect. Pour une raison bien simple, c'est que c'est toujours très pratique pour les Hells d'avoir quelqu'un dans leur entourage qui est pas criminalisé, qui a pas un casier judiciaire donc comme le bras, parce que ça lui permet de gérer les business des Hells de façon en apparence légitime.
Dans ce milieu-là, des hommes de confiance, ça ne pleut pas. C'est un milieu où la confiance, c'est quelque chose qui est rare. Puis ça s'entretient. Puis René Charlebois, il a eu la chance de pouvoir compter sur l'appui indéfectible de Patrick Péloquin là, jusqu'à la toute fin. Alors là, sur le chemin du Chenal du Moine, les policiers sont devant le pont de l'île aux fantômes. Ils sont dans des voitures banalisées, très discrets. Et ils viennent de voir Patrick Péloquin qui dépose de la nourriture à l'îlette au P. Alors, ce qu'a fait la Sûreté du Québec, elle a obtenu l'emplacement du téléphone cellulaire qui était utilisé par René Charlebois depuis son évasion, puis l'emplacement du téléphone utilisé par son collaborateur, Patrick Péloquin. Bingo, les deux sont au même endroit. À partir de ce moment-là, les policiers n'ont plus jamais quitté des yeux l'île aux fantômes et l'îlette au P. L'île était sous surveillance. Évidemment, c'était une surveillance discrète, là. Il n'y avait pas de véhicule identifié, marqué Sûreté du Québec, là, pour ne pas ameuter personne, ni ameuter quelqu'un comme Péloquin. Mais il gardait l'île à l'œil. Ça, c'est clair et net. Il continuait de monitorer, de surveiller les communications électroniques, les téléphones. Là, ils savent très bien que on a quelqu'un qui s'est évadé de prison, qui se cache, qui veut pas trop attirer l'attention. On ne lui connaît pas d'ennemis dans les parages immédiats. Donc, tu sais, il est probablement atterré d'un chalet à quelque part. Il veut pas attirer l'attention et c'est assez sécuritaire selon l'évaluation des policiers pour attendre. L'autre chose, c'est que si tu débarques avec le GTI, le groupe d'intervention, sur une petite île comme l'île aux fantômes, tu sais que quand même quelques dizaines de résidents autour, tu veux quand même planifier ton intervention. Tu veux pas qu'il y ait de dommages collatéraux. Donc, pour un peu mieux structurer l'approche, ça a pris quelques jours. Et ils vont attendre 5 jours. 5 jours avant de faire une intervention. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ». Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La série balado Narcos PQ est en nomination en tant que meilleure série balado d'actualité aux Digital Publishing Awards en 2023. Aussi, la série a été choisie par Apple dans son top 5 des meilleurs balados au Canada en 2022. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection. On est de retour à l'intérieur du chalet de l'îlette au P, avec René Charlebois et Patrick Péloquin. Nos deux hommes guettent attentivement les environs du chalet et ne se doutent pas qu'ils ont été repérés. Une des premières choses quand Charlebois arrive sur place, qu'il veut faire, ben évidemment, c'est reprendre contact avec son réseau. Hein? Bon, là, je suis sorti de prison. J'ai besoin d'argent. Ça tombe bien parce qu'il y avait quand même un réseau qui pouvait y en fournir dans les Hells Angels, des gens qui lui en devaient ou de l'argent qui était caché à différents endroits. Ça lui prend une arme aussi. Assez rapidement, Péloquin est capable de lui en fournir une. Donc, il débarque sur place, commence à faire des téléphones. Il y a aussi une personne très importante à qui Charlebois veut parler à ce moment-là. Personne à qui il a parlé souvent dans les dernières années. L'enquêteur Benoît Roberge. Parce que pour le moteur, il n'y a pas de doute que Benoît Roberge est au courant de son évasion. Mais quand il l'appelle, il ne répond pas, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour d'appel non plus. Alors là, Charlebois se demande
Pourquoi Benoît Roberge ne répond plus à ses appels? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, vous vous en doutez maintenant, très probablement, le policier Benoît Roberge, il travaille pour René Charlebois. Ça, et pas l'inverse. Donc, à ce moment-là, dès qu'il s'est évadé, René Charlebois veut parler à Benoît Roberge. On comprend que, même si pendant quelques années, ils ont collaboré, quand Charlebois était au pénitencier, ça s'est mal fini. Quelques semaines avant que Charlebois s'évade, les deux se sont chicanés. Charlebois trouvait que ça commençait à coûter cher, là, les informations, à coût de 50, 60, 70 000 à chaque fois que Roberge y vendait de l'information. C'était pas donné, puis il commençait à s'impatienter, ça valait pas la peine de payer, fait que les deux se sont chicanés. Mais là, Charlebois, maintenant qu'il est évadé puis qu'il sait que la Sûreté du Québec au complet est à ses trousses, là, ça ferait peut-être du bien de savoir qu'il y a un policier qui au moins est encore de son bord. En tout cas, il essaie de rebâtir les ponts avec Benoît Roberge, mais il trouve pas. Roberge répond pas. Donc là, Charlebois dit à Péloquin, va dans une cabine téléphonique à Boucherville, appelle-le, puis dis que je vais y parler. Fait que Péloquin s'exécute, va dans la cabine téléphonique, appelle Roberge, puis il lui dit, écoute bien, quand t'étais en train de parler avec Charlebois, lui était en prison, toi t'étais à l'extérieur, là, j'étais la troisième personne sur la ligne, tu le savais pas, hein, mais je vous enregistrais. Fait que j'ai ça en main, ces tapes-là. Fait que tu serais mieux de rappeler quand Charlebois t'appelle. Patrick Péloquin est en possession d'enregistrements faits à l'insu de Benoît Roberge. C'est de la dynamite. On entend le policier marchander ses informations policières secrètes avec le motard René Charlebois. C'était des conversations qui étaient peut-être pas à son avantage, évidemment, des enregistrements qui étaient incriminants et qu'il y avait peut-être intérêt à répondre au téléphone quand la prochaine fois que Charlebois allait l'appeler. Tu sais, faut se mettre dans la tête de Charlebois, là. C'est un homme traqué. Ses alliés l'ont lâché en cours de route. Il reste à peu près juste Péloquin qui est avec lui, tu sais. Là, il est peut-être en train de se dire que Roberge l'a lâché aussi, tu sais. Il s'était chicané, puis il répond pas quand il l'appelle. Pourtant, il sait qu'il s'est évadé, là. C'est partout dans les journaux, pas de télé, là. Fait que dans le chalet, l'ambiance est de plus en plus lourde, hein, parce que même le soir, dans la brunante, Charlebois va faire des tours sur le bord de l'île pour voir si la police est pas en train de le rattraper, tu sais. Puis il perd espoir. Donc là, Charlebois va même éventuellement en venir à partager avec Péloquin son plan. C'est-à-dire, si la police le rattrape, si on vient cogner à sa porte pour l'arrêter, ils vont mettre fin à ses jours. Et puis, il a même trouvé l'arme avec laquelle il va le faire, là. Donc, la seule issue, rapidement, qu'il voit, comme il se rend bien compte qu'il pourra pas quitter le pays, c'est de se suicider si jamais la police le rattrape. Patrick Péloquin nous a raconté ce que Charlebois lui a dit au chalet. Fait que René, lui, s'est dit, moi, je me laisserai pas tuer par les polices. Puis c'est là qu'il me dit exactement comment il était pour se suicider. Puis il dit, si jamais tu vois d'autres balles sur le corps, parce que ça vient pas de moi. Mais avant de mourir, le motard René Balloune Charlebois voulait faire un dernier coup d'éclat. Il a décidé, avec son complice, de tourner une vidéo dans laquelle il allait livrer ce qu'il estime être la vérité ou ses secrets. René Balloune Charlebois veut dévoiler au grand jour le double jeu du policier Benoît Roberge. La nuit vient de tomber. René Charlebois s'assoit sur une chaise berçante en bois, avec des notes en papier sur une petite table d'appoint, et il commence à déballer son sac. Ça fait une dizaine de jours que René Charlebois est au large. Et ça fait déjà là 5-6 jours que la police sait très bien
qui se cache dans le secteur. Le soir du 30 septembre, Patrick Péloquin, lui, quitte le chalet pour aller rejoindre une amie. René Charlebois, de son côté, reste seul dans son chalet à l'Îlet-aux-Baies. Et puis, aux petites heures du matin, la police débarque sur l'île, puis là, ils font pas dans la dentelle, hein, c'est grenade assourdissante, bélier pour défoncer la porte, et puis Charlebois tire 2 balles. Finalement, c'était pas juste une, c'était 2 balles. Une première en direction de la fenêtre, près de la porte, là, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des policiers à l'extérieur. Une balle qui s'encastre dans le cadre de porte, mais qui n'atteint personne. Et la deuxième balle sous son menton. Pat Péloquin pouvait bien se douter, après sa dernière soirée avec Charlebois, il voyait bien qu'il n'y aurait pas d'issue heureuse à cette histoire. Et le lendemain matin, c'était en ouvrant la TV aux petites heures, là, il est peut-être 6 heures, qu'il se rend bien compte de ce qui s'est passé. La police a débarqué sur l'île. Et là, la version officielle, c'est ils ont trouvé le corps inanimé de René Charlebois. Donc, il comprend que Charlebois s'est suicidé. Charlebois lui avait d'ailleurs déjà expliqué son plan. Là, Péloquin comprend qu'il est dans la merde. Parce qu'il sait très bien que la police le surveillait. Il sait très bien tout ce qu'il fait pour aider Charlebois après l'évasion. Puis on le sait, la complicité après l'évasion, là, c'est dans le code criminel. Puis c'est très bien tout ce qu'il a fait là, pour ravitailler, pour aider son ami. Fait que là, officiellement, il est dans la merde. Il a fait 1+1 dans sa tête, là, puis il a tout compris que s'il avait trouvé Charlebois sur l'île, il y a des grosses chances qu'il l'avait suivi lui-même alors qu'il est allé visiter Charlebois sur l'île. Donc, il savait que que c'était une question de temps ou d'heures avant qu'il soit arrêté. Puis effectivement, ça n'a pas été long. À ce moment-là, il retourne habiter chez ses parents. Puis 3 jours plus tard, la police débarque. Puis encore là, il cogne pas à la porte pour se présenter. Puis bonjour, est-ce qu'on pourrait parler à Patrick? Puis non. Il ouvre la porte, prennent Péloquin par le collet, l'emmène à l'extérieur, le plaque contre le sol, envoie dans le char, les menottes, tout le kit. On le sait que t'as aidé Charlebois à s'évader. Bref, les policiers n'entendent pas à rire. Les policiers vont emmener Patrick Péloquin au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche, puis à ce moment-là, les agents de la SQ ont beaucoup de preuves en main. Il y a un rapport de force qui s'installe. Ils sont certains qu'ils vont réussir à accuser Patrick Péloquin de complicité dans l'évasion de René Charlebois. Ils l'aiment pas, ils le narguent. C'était un moins que rien, c'était un minable pour eux. Là. Puis Péloquin, ils les aiment pas non plus à la police, hein, parce qu'il a passé sa vie à commettre des petits délits, des petits crimes, puis fait qu'il a pas une très bonne opinion de la police. Fait que là, les agents de la Sûreté, ils narguent Péloquin. Ils vont même jusqu'à lui dire on a toutes les preuves que t'as aidé Charlebois, puis en plus, sais-tu quoi? Charlebois, là, tu le savais pas, hein, mais il nous aidait. Il parlait à Benoît Roberge, le top enquêteur crime organisé, il lui fournissait de l'information. On a même des preuves que pendant qu'il était en prison, il parlait à Roberge. Et c'est là que Péloquin, il dit c'est assez, moi je me laisserai pas faire comme ça. Et c'est là qu'il leur a dit non les gars, comprenez rien. Il prend son petit air de défi, il dit non, regarde, c'est l'inverse. C'est Benoît Roberge qui vendait de l'information à Charlebois. Là, qu'est-ce que tu comptes? Au début, il ne croit pas, là, mais non, je vous le dis. Il vendait de l'information, puis j'ai des preuves de tout ça. Fait que là, les policiers sont intrigués, tu sais, mais... Attends un peu, dis-nous en plus. Fait que là, il commence à déballer son jeu un peu, tu sais. Ça faisait une couple d'années, puis j'ai fait des paiements, puis il donnait des informations sur le crime organisé. Fait que là, il en sait donc bien, lui, le petit Péloquin, là, sur nos opérations policières, puis peut-être que ça se tient finalement. Mais aussi pendant l'interrogatoire, Patrick Péloquin leur rappelle qu'ils lui ont saisi une clé USB qu'il avait sur lui quand il s'est fait arrêter. Et que sur cette clé USB-là,
il y a une vidéo de presque 2 heures tournée au chalet où René Charlebois explique les crimes du policier Benoît Roberge. Là, les agents qui étaient en train de l'interroger auraient quitté la salle d'interrogatoire et seraient allés visionner une partie de la vidéo dans une autre pièce. Quand j'ai fait une entrevue avec Patrick Péloquin pour l'émission JE, je lui ai bien sûr demandé de me raconter cette scène-là. Quand tu leur dis que tu as les enregistrements puis que tu as la preuve, ils disent quoi? Ils font comment? Tout arrête. Tout arrête. Il va voir le boss en haut. Le boss revient en bas avec eux autres. 40 minutes plus tard. Là, ils me disent ouais, là, on a pensé à notre affaire. Puis il dit t'es chanceux. Il dit on portera pas d'accusation contre toi. Puis il dit on va te laisser aller. Puis tout, on va aller te reconduire. Je pars à rire. Quand Patrick Péloquin dit qu'il est parti à rire, c'est parce que les agents de la Sûreté du Québec avaient changé complètement d'attitude avec lui. Ils sont passés d'une arrestation musclée, d'un suspect de complicité dans une évasion qui faisait la une de tous les médias au Québec, à finalement le laisser aller sans aucune accusation, en tout cas pour l'instant. Et il lui propose même d'aller le reconduire chez ses parents. Alors, pourquoi? C'est que les agents avaient besoin de réfléchir à tout ça, à prendre connaissance du contenu complet de la vidéo. Et là, 2-3 jours plus tard, il reçoit un appel. Ouais, c'est la Sûreté du Québec. On est stationné pas trop loin, au coin de la rue. Viendrais-tu nous voir? À partir de ce moment-là, se met en branle une des opérations policières les plus spectaculaires des dernières années au Québec, qui va se solder par l'arrestation de Benoît Roberge. Dans le prochain épisode du Ripou des Hells, comment la police a pu piéger l'ex-enquêteur Benoît Roberge avec l'aide de Patrick Péloquin et des conversations enregistrées entre lui et René Charlebois. Il y a un policier qui va se faire passer pour moi, qui s'en va le rencontrer, qui a demandé 50 000 en échange des enregistrements, parce que Benoît Roberge, il était au courant que René, il l'avait enregistré. Je m'appelle Félix Séguin, je raconte cette histoire-là avec le directeur du bureau d'enquête de Québecor, Jean-Louis Fortin, et le journaliste Éric Thibault. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube Radio pour son aide. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor en vous abonnant à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Pour en apprendre davantage sur l'histoire invraisemblable du policier corrompu Benoît Roberge, lisez Le Ripou des Hells aux éditions du Journal ou en vente sur cubelivre.ca ou chez votre libraire. Je vous invite aussi à découvrir nos autres séries de balados produites par le bureau d'enquête. Le Casanova de Montréal, par Pure Vengeance et les 2 saisons de Narcos PQ.